d'État profond américain de l'époque des démocrates, évidemment, ils ont soutenu Kagame. Là-dessus, il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais il y a un changement avec Trump, parce que Trump, lui, d'abord, il a dit, mais c'est idiot, pourquoi? Parce que c'est ça le raisonnement. Il dit, mais pourquoi va-t-on encourager à une guerre dans une partie du Congo pour exploiter des mines, hein, pour que la production minière parte dans le pays d'à côté pour être exportée vers les Occidentaux, alors qu'on se met d'accord avec le pays, en l'occurrence le Congo, et on peut parfaitement exploiter les mines au Congo directement. Pourquoi passer par un intermédiaire avec le problème de la guerre et tout? Donc, Trump, lui, ce qu'il voit là-dedans, et c'est ça qu'il doit regarder, il regarde, c'est qu'il dit, mais il faut arrêter la guerre, et c'est très simple. Au lieu de dire au Rwanda, on vous soutient et c'est vous qui exploitez les mines, on dit c'est fini, c'est le Congo qui va exploiter ses propres mines. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a eu un accord qui a été signé sous la pression américaine, mais bien entendu, le Rwanda, que Kagame ne veut pas, et pour cause, il ne veut pas lâcher, et il va continuer en sous-main, il continue d'ailleurs, hein, à encourager les milices à se battre, parce que Kagame avait réussi le tour de force d'être le premier pays exportateur de minerais de toute la région, alors qu'il n'en a pas chez lui. Ou pratiquement pas, si vous voulez. Donc c'est effarant, si vous voulez. C'est vraiment une spoliation organisée, structurée d'un pays qui est à côté, hein, par un autre pays. Donc, alors, quand on voit la taille du Rwanda et quand on voit la taille du Congo, on dit, mais enfin, c'est pas possible. Il y en a un qui est un énorme pays, une puissance, hein, et l'autre un petit pays. Bon, c'est vrai que le petit pays, il est tué d'une main de fer, parce que Kagame, il faut le dire, c'est un dictateur, hein, faut pas, hein, pas de secret. Tout opposant est tué avec Kagame. Hein, regardez, hein, il y a une liste de morts impressionnante depuis qu'il a pris le pouvoir, il tue tous les opposants. Et donc, on a un Kagame qui tient son pays très fort, qui contrôle tout, et de l'autre côté, on a un pays avec un Tshisekedi, qui est un président qui veut faire des choses, mais qui effectivement n'a pas l'armée suffisante pour ça, il faut bien le dire, n'a pas aussi, comme il y a beaucoup de corruption, il n'arrive pas à faire appliquer même ce qu'il voudrait lui-même. Donc il a besoin effectivement que d'autres pays prennent en main la situation. Alors, pour terminer cette longue intervention, mais je pense pour essayer d'expliquer tout, moi quand j'ai vu le président français, qui avait pourtant fait ami avec Kagame, hein, et avec le Rwanda. Quand je l'ai vu aller au Congo, j'ai dit, ça va, il s'aligne sur la position de Trump, et il va se mettre d'accord avec Tshisekedi, on va l'aider. Parce on peut l'aider. Si les pays européens, occidentaux disent on va aider le Congo, si on s'y met tous, je vous garantis que la situation, elle va changer rapidement. Le drame, c'est que, nous, on y a été, mais ça n'a servi à rien, et que pour le moment, il n'y a que Trump et son équipe qui sont en train de pousser pour rééquilibrer. Mais derrière l'enjeu, au-delà des mines, alors au-delà des intérêts des compagnies minières, si vous voulez, il y a quand même une chose qui est très importante, c'est cette guerre épouvantable qui se passe sur place, où il y a des massacres tous les jours, dont on ne parle pas. Hein. Alors quand il y a une centaine de villageois qui sont tués au Tchad ou au Nigeria par les gars de Daesh, les gilets rouges, tout le monde en parle. Et là où il y a tous les jours des centaines de morts, personne n'en parle. Oui. Donc il est temps que ça cesse. Donc oui, il faut que ça bouge. Et il faut regarder ça de très près. Alors pour revenir un peu et recontextualiser pour les auditeurs qui connaissent mal le sujet, il est vrai que dans la période post-indépendance et sous la présidence de Mobutu, le Zaïre, à l'époque Zaïre, mais aujourd'hui la République démocratique du Congo, était un pays puissant, avec une armée puissante, des institutions et une vraie gouvernance politique. Et aussi, puisqu'il a été aidé par les Américains, pour renverser Patrice Lumumba, avec une volonté d'indépendance par rapport progressive vis-à-vis des Anglo-Saxons. Oui. Est-ce que le fait qu'il soit éloigné, que Mobutu se soit éloigné de la sphère anglo-saxonne, de la sphère américaine, c'était à moyen terme se condamner et provoquer cette action des Américains aux côtés des Rwandais pour déstabiliser le Congo? C'est pas que je veux pas, je dirais oui et non, parce que il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il faut pas oublier que quand au départ,
Quand Mobutu a pris le pouvoir, si vous voulez, après les problèmes qu'il y avait eu avec Lumumba et tous les autres, Tshombe et tous les autres, en réalité, il y avait à l'époque, l'Union soviétique essayait, vous vous souvenez, il y avait en Angola, il y avait en République démocratique du Congo, vous aviez des gens qui étaient financés, aidés par les soviétiques, hein, pour imposer leur système, un système communiste. Alors ça a marché en Angola, ça n'a pas marché au Congo, enfin au Zaïre à l'époque, hein, et ça n'a pas marché au Zaïre parce qu'effectivement, l'ONU s'est mobilisée, mais il y avait aussi les Américains qui sont vraiment, comme vous l'avez très justement rappelé, qui ont aidé Mobutu. Mais après, les Américains, une fois que les Russes se sont repliés et qu'on n'a plus vu les Russes en Afrique, ou pratiquement, les Américains ont laissé tomber l'Afrique. Hein. À part le golfe de Guinée à cause du pétrole, mais pour le reste, les Américains avaient laissé tomber l'Afrique. Donc Mobutu s'est dégagé un peu des Américains, mais les Américains sont dégagés de Mobutu aussi, si vous voulez. C'est pour ça que je disais, c'est les deux côtés. Hein. Simplement, le problème, c'est que, je dirais, l'armée, alors, l'armée congolaise, il faut être prudent parce qu'il y a eu, vous savez, au départ, à l'indépendance du Congo, c'est là où on a vu arriver les mercenaires, hein, les Français et les autres, hein, les Sud-Africains, de Maïkor, les Français avec Fauque, enfin, il y a eu plein, et Denard, hein, Bob Denard. Il y avait les mercenaires qui encadraient les troupes locales. Et il faut dire que c'était des armées qui n'étaient pas mauvaises du tout. Parce que souvent, le problème dans ces pays-là, c'est le manque d'entraînement, le manque de formation et le manque de commandement. Il y a souvent des failles dans le commandement. Donc, à l'époque, l'armée était pas mal. Mais c'est vrai que Mobutu n'a pas su maintenir cette armée au bon niveau. Hein. Peut-être aussi parce que Mobutu avait peur de l'armée. Tous ces chefs d'État africains, ils craignent toujours que les militaires prennent le pouvoir sur leur dos. Parce que la plupart d'entre eux sont issus du militaire. Donc quand vous avez pris le pouvoir par la force, vous dites attention, d'autres pourraient le faire avec moi. Donc il y a donc il a un peu, c'est lui aussi qui a laissé un peu tomber son armée et du même coup, son armée est devenue moins efficace. Et alors bien sûr, à la suite de ça, ça a continué. Kabila, lui, il avait presque pas besoin d'armée. Il avait les gars du FPR, des Rwandais, dans la partie qui était une partie. Ailleurs, il n'y avait pas tellement de problèmes. Il a dit bon, je laisse faire. Donc, en définitive, le système de défense congolais, peu à peu, s'est effondré. Et maintenant, il va falloir reconstruire. C'est ça le vrai problème. Il faut reconstruire une armée congolaise solide, hein, et pas corrompue, solide, avec un encadrement très solide, capable, effectivement, de mener la guerre par rapport à des gens qui sont, eux, hyper entraînés. Parce que les Rwandais, c'est un petit pays, mais bien géré. Kagame gère très bien son pays. Pour l'armée, c'est très astucieux ce qu'il a fait. Kagame, il a appliqué un principe que font certains pays d'Asie, c'est-à-dire qu'il a dit à l'ONU, moi je suis un pays neutre, donc je suis prêt à envoyer mon armée, mes régiments, dans des missions de la paix dans tous les pays du monde. Alors, quand je vous dis ça, on dit ouais, et pourquoi? C'est parce que selon tous les pays qui font ce genre de choses sont des pays pauvres, et les régiments qu'on envoie à l'extérieur sont armés militairement par l'ONU. Donc, si vous voulez, on envoie un régiment, il part, ce sont des va-et-pieds, il revient, il est tout équipé. C'est une armée moderne. Pas mal. Et il a eu l'intelligence, Kagame, de faire ça un peu partout, d'envoyer des troupes partout. Donc il a une armée qui est à la fois habituée à se trouver dans des conflits à l'extérieur, une armée qui est beaucoup mieux équipée que les autres. Donc actuellement, il a un avantage militaire réel par rapport aux autres. Donc en face de lui, il le sait très bien. Et il en profite. Quand il relance la milice, qui est un faux-né, hein, de chez lui, hein, quand il relance la milice dans la partie du nord Kivu, et de l'Ituri, au Congo, bon, en définitive, il sait qu'elle est mieux équipée, mieux armée, et en plus, elle fait régner la terreur, donc elle est tranquille, elle gagne. Elle est presque parce qu'il y a pas assez de monde en face solide. Parce que l'armée locale, on l'a vu, hein, l'armée congolaise, c'est dans la principale ville du pays. Bon, elle est partie, ils ont attaqué, la milice a attaqué, ils sont partis, ils ont tout abandonné. Bon, c'est pas sérieux.